Bonjour. Donc les workshops, comme d'habitude, ils sont disponibles dans les salles en bas. Là, on a le workshop de Talents. Donc c'est une nouvelle marque qui va être lancée, Talents.tn. Donc ils ont choisi le MEDRH pour la lancer. Et elle fait partie du groupe Tayara, reconnu en Tunisie. Et ceux qui ne connaissent pas en Tunisie, c'est le Bancoin. Donc c'est la filiale tunisienne du Bancoin. Donc qui fait le lancement de sa plateforme RH. Là, dans la salle de workshop 1, donc la première salle en rentrant. Donc, d'après ce que j'ai vu, c'est le même principe que Tayara qu'on connaît ou le Bancoin, mais pour les RH. J'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Donc voilà. Et donc, Souhail, est-ce qu'on a le temps de faire des questions-réponses? Donc, on n'a pas. Même pas une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un a une ou deux questions qu'on peut prendre? Je le prends sur moi, c'est pas grave. Je profite de la présence de Gabriel pour en profiter encore un peu plus. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une ou deux questions? On va prendre une ou deux questions. Il n'y a pas? C'était clair? D'accord, on passe. Donc, on passe à la suite. Donc, on va parler de Big Data et d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Donc, pour le profilage des patients. Quelles possibilités d'adaptation et application dans le domaine RH? Donc, c'est David Delerue donc, qui est présent et qui va nous en parler. Donc, je vous laisse mon micro. Est-ce que vous avez le micro? Donc, voilà. Oui, bien sûr. On va vous la ramener. Alors, je vais commencer. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais commencer en attendant le transparent qui est plus universitaire. Je vous préviens et je m'en excuse. Par vous raconter un peu l'histoire de ma participation à ce congrès. Quand on m'a fait l'honneur de m'inviter au congrès MEDRH, que je connaissais un peu, je me suis dit pourquoi. Je ne suis pas spécialiste RH. Je travaille dans le secteur santé. Je suis ce qu'on appelle maintenant data scientist, c'est-à-dire un mathématicien, un informaticien qui, en s'appelant data scientist, essaie de se faire payer 20% de plus. C'est à peu près ça. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis invité non spécialiste RH alors que c'est un congrès sur le sujet et je fais de l'IA dans la santé. J'ai compris aussi qu'il s'agissait d'établir des ponts entre des secteurs où il y a des mutations de métiers qui ont eu lieu à l'hôpital face à la vague d'IA, Big Data, etc. Je vous passe tous les buzzwords et les réalités qu'on a vues en long en large depuis ce matin. C'est une réalité à l'hôpital depuis longtemps et les problèmes qui ont été évoqués depuis ce matin et que vous avez peut-être déjà rencontrés face à l'arrivée de ces technologies, certains ont déjà été traités, résolus. En 1999, dans un hôpital à Compiègne, qui est au nord de Paris, en France, ils ont automatisé des fonctions de logistique. Donc, vous pouvez aller le visiter si vous avez la possibilité de vous y rendre. Et il y a maintenant une vingtaine d'hôpitaux majeurs en France, une quarantaine de plus petits, publics et privés, qui ont un système de... On appelle ça les tortues. Est-ce que les gens connaissent les tortues? Les AGV? Non? En fait, c'est des véhicules automatiques qui prennent l'ascenseur et qui transportent des repas, du linge sale, du linge propre, des déchets, des médicaments. Et on les ouvre avec des cartes à puce et maintenant c'est de la biométrie. En 99. Et donc l'hôpital, en France et ailleurs hein, probablement, s'est posé ces questions-là il y a longtemps, a apporté des réponses, puisque ça a en 5 ans supprimé 250 postes qui ont été mutés puisqu'il s'agissait d'un hôpital public. Donc il y a eu une génération spontanée de brancardiers, de chauffeurs, etc. Donc les premières réponses n'ont peut-être pas été les meilleures par rapport au profil des gens. Et ensuite, il y a eu des plans de formation, etc., gérés par votre profession. Alors je ne sais pas où je dois appuyer. En fait, j'essaie depuis tout à l'heure. Je meuble. Toc. Pouf. C'est là. Ça doit être là, non? Ah, par là, plutôt? C'est dans l'autre sens. Excusez-moi, vous voyez, hein, on a beau...
C'est pas de l'informatique, ça. Ça, c'est de la technique, de l'automatique, de l'optique. Non? Je ne sais pas. Et il y a monsieur, là, il écoute de la musique, donc je vais peut-être le déranger. Monsieur, ça marche pas. Je ne sais pas comment l'intervenant précédent y arrivait. Je crois qu'il avait une technique imparable. Sinon, vous pouvez passer le transparent. On va le faire rapidement. Voilà. Ah. Donc, je vais présenter en attendant la société. Alicante n'est pas... Vous avez appuyé où, monsieur? Oui, une formation en direct. Alicante n'est pas une société espagnole. On s'appelle comme ça pour des raisons que je ne développerai pas. Nous sommes basés à Lille, nord de la France. On a des clients partout en France. Non, il y a un problème. Ça marche vraiment pas. Ah si, ça marche. Bon, peu importe. Notre métier, c'est à partir de données hospitalières, et il y en a énormément, de créer des indicateurs prédictifs. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur prédictif à l'hôpital? C'est quand un patient arrive à l'hôpital, on analyse les données qu'on a de lui et on le classe avec des classifieurs dans des catégories. Par exemple, c'est un patient qui risque d'avoir une infection nosocomiale, c'est un patient qui va partir dans 2 jours, etc., etc. Donc ça permet notamment d'ajuster l'affectation des ressources au plus fin. Je crois que, en plus j'en ai beaucoup, donc je pense que si vous aviez prévu quelque chose ce soir, je crois qu'il faut annuler parce que ça va être assez long. Voilà. Parce que j'ai peur d'appuyer plein de fois parce qu'on va se retrouver beaucoup. Est-ce que peut-être, monsieur, vous pouvez passer les transparents à la main? Appuyez sur la flèche, peut-être, ça sera plus simple. Sur l'ordinateur. Parce que vraiment, je crois qu'il y a un problème. Excusez-moi, je suis vraiment navré. Voilà. Je vous dirai transparent suivant si ça ne vous ennuie pas à chaque fois. Voilà. Suivant. Non, là, c'est précédent. Voilà. Alors, suivant, s'il vous plaît. Encore suivant, je vais essayer d'accélérer. Donc, l'intelligence artificielle en santé, vous en doutez, c'est essayer de trouver des outils qui vont intervenir à des moments précis, des process très concrets de la prise en charge dans le soin. Donc ici, j'ai retranscrit un petit récit qui correspond à une consultation d'un patient. Et l'intelligence artificielle va arriver à plusieurs endroits, au moment de la prise de rendez-vous, l'optimisation de planning, l'analyse automatique du dossier, on verra tout à l'heure, l'écoute du patient, l'auscultation, il y a des choses qui arrivent. L'étude des hypothèses, là il y a énormément d'intelligence artificielle qui se positionne, etc., etc. Suivant, s'il vous plaît, merci. Les choses qu'on fait concrètement, et depuis plusieurs années, c'est la lecture automatique de courriers. On arrive à lire des courriers, des mails. On arrive à repérer des notions dans des courriers et des mails. Alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme utilisation dans votre secteur? Et j'ai échangé avec des directions des ressources humaines qui m'ont dit, mais en fait, ça nous intéresserait, nous, au niveau DRH, mais on n'arrivera jamais à le faire. Pourquoi? Parce que les gens ne supporteront jamais, ça dépend des secteurs, ne supporteront jamais qu'on lise leurs mails, qu'on écoute leurs conversations téléphoniques. À quelques secteurs près, il y a des exceptions, comme par exemple les plateaux téléphoniques. Donc ça, c'est des choses réelles qui fonctionnent et qui peuvent être éventuellement utilisées pour trouver des applications RH. Alors on m'a dit, c'est déjà utilisé en RH, c'est complètement vrai, pour l'analyse massive de CV. Vous avez des banques de CV, il y a 30 000 candidats, vous cherchez quelque chose. Et les spécialistes de l'intelligence artificielle pour l'analyse des textes disent que l'analyse des CV et des lettres de motivation arrive un peu à un point limite, et je parle sous votre contrôle, parce qu'en fait, autant quand un médecin dicte un courrier médical, il engage sa responsabilité, il a l'obligation légale de dire la réalité. Il ne peut pas la transfigurer, il parle de signaux médicaux. Quand le patient il pèse 32 kg, il ne va pas mettre 38 ou 45.
Tandis que dans un CV ou dans une lettre de motivation, on déplace un peu son propre profil, me disait-il, pour répondre à des codes. Donc l'exercice du CV de la lettre de motivation est plutôt codifié et a tendance à normaliser les données massives que vous auriez analysées. Et donc ça va fausser l'IA. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. C'est utilisé en santé aussi pour repérer dans les réseaux sociaux les risques de suicide. Donc là, il y a des modèles qui existent. Et on pourrait utiliser ce genre de choses aussi pour repérer des salariés qui, au travers des écrits professionnels internes, voire pourquoi pas des réseaux sociaux, mais je parlerai ensuite des freins, bien sûr, qui nous empêchent de le faire actuellement, permettraient de dire, ben tiens, dans sa manière de communiquer avec ses collègues, dans la fréquence de ses communications, des mails qu'on envoie, on voit qu'il y a une tension qui se crée dans cette équipe-là, dans tel service. Sachez que les outils, une fois de plus, IA existent pour ce faire. Après, il y aura certainement, probablement, beaucoup de freins qu'on verra tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur, merci. La grande application d'IA dans le secteur hospitalier, c'est utiliser les données massives hétérogènes pour faire du profilage de patients à risque, c'est-à-dire des patients auxquels on doit faire particulièrement attention. Et de ce fait-là, en creux, repérer des patients pour lesquels il n'y aura pas trop de problèmes. Je vais prendre des exemples réels et concrets qui tournent. Vous avez plusieurs groupes d'hôpitaux qui se sont associés. Et quand, par exemple, un jeune sportif de 20 ans arrive en disant « j'ai mal au bras » dans le super hôpital, on ne va pas mobiliser un plateau de radiologie avec des seniors où l'heure va coûter plusieurs milliers d'euros. On va l'envoyer sur un hôpital périphérique, à 20 km de là, où là, il y a un bon vieil appareil de radiologie classique, et ça suffira, et il sera analysé par un interne. Donc, on va adapter la mobilisation de la ressource à la gravité du cas. Voilà. À l'inverse, quelqu'un qui viendra dans le petit hôpital avec vraiment un profil multipathologique, on va le renvoyer dans le gros hôpital. Donc le profilage de patients, c'est des choses qui existent avec un grand nombre d'outils qui ont été présentés tout au long de la journée, des workshops. Donc je ne vais pas y revenir. Suivant, s'il vous plaît, merci. Est-ce que c'est transposable en RH? J'ai déjà amorcé quelques réponses. Suivant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des points communs entre le médecin et les DRH? Suivant, s'il vous plaît. Je me suis livré à ce petit exercice. Suivant. Ben, le médecin reçoit le patient, vous recevez régulièrement le salarié. Le patient, normalement, il a pris rendez-vous librement. Quelquefois, il a attendu. Il arrive, évidemment, j'ai pris un cas particulier, hein, il y a plein de cas de figure dans vos métiers. Il arrive que le salarié vienne parce que c'est obligatoire ou parce qu'il a été convoqué. Vous étudiez, tout comme le médecin étudie le dossier du patient, vous étudiez le dossier du salarié. Vous l'écoutez, vous le questionnez. Le médecin, lui, l'ausculte. Je ne crois pas que ça soit dans vos attributions d'ausculter le salarié. Ensuite, il étudie des hypothèses par rapport à la situation donnée. Vous dites, madame, si? Bon. Ensuite, il annonce ses conclusions. Ce que me disait mon ami RH, il me dit, nous, ce n'est pas vraiment nos conclusions parce que quelquefois, on les a avant l'entretien. Donc, c'est une position un peu différente. C'est que lui en souffre. La plupart des entretiens qu'il mène, le spectre de sortie des décisions possibles est quand même assez restreint. Voilà. Enfin, vous prescrivez, tout comme un médecin prescrit des médicaments, et ça, vous avez ce point commun, vous prescrivez des choses. Alors, ça ne prend pas la forme d'une ordonnance. Ça serait marrant de voir un DRH sortir un ordonnancier et dire, voilà, je vous prescris 2 formations 2, et puis 3 stages 2, etc. Suivant, s'il vous plaît. Il y a par contre quelques éléments très différenciateurs. Suivant. Et je pense que si j'avais un seul message, ça serait celui-là. C'est qu'il me semble que dans vos métiers, le rapport des gens à leurs données est très différent. Quand un patient, on lui demande d'autoriser le traitement de ces données individuelles ou massives, même si quelquefois il y a des postures, il y a beaucoup ça en France. Oui, je ne veux pas que mon corps numérique soit donné à la science. Enfin, on entend des choses assez étranges. Mais confronté à la réalité, quand on dit est-ce que vous acceptez que vos données
soit travailler par une IA pour votre bien, le taux d'acceptation est énorme. Voilà. Et pareil pour les professionnels de santé qui, naturellement, acceptent qu'on analyse tout ce qu'ils font. Ça veut dire qu'on peut sortir le mail d'un médecin qu'il a envoyé à un radiologue à tout moment pour dire pourquoi tu lui as conseillé de faire ci ou ça en cas de procès, par exemple. Suivant, s'il vous plaît. Alors que, dans mes lectures, et toujours d'après cet ami, en général, sauf dans certains cas particuliers, j'ai parlé des call centers, dans l'industrie, j'en parlais hier à table avec un expert du domaine, où ils sont habitués depuis des décennies à ce que tous leurs faits et gestes soient analysés, stockés, enregistrés. Mais dans le secteur des services en particulier, est-ce qu'il serait possible simplement de dire bonjour mesdames, messieurs, à partir de demain, on va stocker tous les mails internes de l'entreprise et on va les analyser en temps réel pour sortir des indicateurs de prévention de crise, etc. Donc je pense que c'est ça une des différences fondamentales, c'est la relation qu'ont vos salariés dans beaucoup de secteurs avec leurs propres données professionnelles à l'intérieur de l'entreprise par rapport à celles des patients avec leurs données. Suivant, s'il vous plaît. Il y a aussi, il ne faut pas se cacher, des facteurs culturels. Je l'ai dit à l'oral, il y a un attachement fort et parfois exagéré au secret médical en France. On a vu, c'est un cas réel, un patient qui a porté plainte contre un hôpital dans le nord de la France en disant « Oui, vous avez utilisé mes données à mon insu. » Il avait été admis, je crois, pour une triple fracture, peu importe. Il a attaqué l'hôpital. Et 2 semaines après, ça a beaucoup servi l'avocat de l'hôpital. On le voyait sur Facebook en train de montrer son plâtre et les dessins qu'il avait fait dessus. Donc c'est vraiment quelquefois totalement incohérent. Il y a d'autres pays où les données médicales sont proches des données publiques. C'est assez incroyable. Vous pouvez acheter, par exemple, si vous avez beaucoup d'argent, il y a une société nord-américaine qui s'appelle Optum. Vous pouvez acheter 100 millions de dossiers médicaux chinois et nord-américains. Bien sûr, il n'y a pas les noms. Mais vous avez la biologie, les médicaments, les passages aux urgences, etc. Voilà. Donc il y a des différences culturelles et des différences d'un secteur à l'autre. Il me semble que le secteur des services, et moi j'ai travaillé avant à Alicante dans le bancaire, a d'énormes réticences pour l'analyse des données internes à des fins, avec des méthodes IA, à des fins de prévention, de profilage. Suivant, s'il vous plaît. Il me semble aussi que dans le secteur RH, l'IA se déploie à différents moments, pas à tous, on vient de le voir. Je pense, et ça a été confirmé par les stands des sociétés qui sont en bas, il y a déjà énormément de solutions IA en RH, mais plutôt en amont au niveau du recrutement, l'analyse massive des banques de CV. Il y a aussi quelques applications de team building qui ont l'air très intéressantes. Donc il y a déjà de l'IA dans le secteur RH, avec peut-être le problème, que m'ont confirmé les gens tout à l'heure, qu'en amont, c'est-à-dire avant que la personne n'arrive dans l'entreprise, avant qu'on ne la recrute, l'image qu'elle donne d'elle au travers de CV, lettre de motivation, formulaire, etc., est un peu biaisée, elle est un peu extrapolée. Et donc ça limite un peu la performance des algorithmes d'IA. Dans certains secteurs, comme la logistique, le suivi individuel, c'est déjà en place depuis longtemps. Vous avez peut-être vu ce reportage qui est passé à la télé française d'un entrepôt. Alors là, c'est l'exemple extrême d'un entrepôt Amazon en Chine, je crois, où vraiment le moindre fait et geste, je bouge de 10 cm, c'était enregistré sur une machine, c'était mouliné par de l'IA, et on pouvait renvoyer sur une tablette qui était constamment face à l'opérateur une alerte ou un ordre. Voilà. Vous utilisez aussi dans les RH au sens très large, au sens organisation de la planification, des solutions de planning, et ça fait très très longtemps que vous utilisez de l'IA dans le secteur RH, peut-être sans le savoir. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Je vais vous faire maintenant quelques retours d'expérience, puisque c'était le but. Hein. Comme j'ai dit en introduction, je ne vais rien vous apprendre. J'espère juste qu'on pourra échanger, comme on l'a fait depuis hier, et on continuera d'ici demain, de manière informelle, des retours d'expérience de choses qui fonctionnent en IA à l'hôpital. Suivant, s'il vous plaît.
Ça, c'est un problème qui se pose avec une famille d'algorithmes d'IA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du deep learning, l'apprentissage profond, qui a été popularisé par Google et qui en fait s'appuie sur des méthodes algorithmiques qui ont 50, 60 ans. Et ça aboutit à des boîtes noires. Suivant, s'il vous plaît. Ça veut dire que quand vous demandez à l'IA de prendre une décision aussi triviale qu'il faut le garder, l'augmenter, le muter ou le licencier, l'IA elle va vous sortir un résultat à partir d'un modèle qu'elle a appris à partir de données massives, rétrospectives. Suivant, s'il vous plaît. Vous êtes dans votre rôle. Vous dites, ben, pourquoi je vais le virer? Suivant. Et ces algorithmes-là ne savent pas vous dire pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'IA non explicable, non-explainable IA. Ça pose des problèmes éthiques. On a le même problème en santé. On dit à un médecin, non, celui-là, il ne faut pas lui pousser le pouce-seringue avec telle molécule. Je suis sûr de mon coup, dit l'IA. Le médecin, il dit, ben, pourquoi? Boîte noire. Suivant, s'il vous plaît, et c'est aussi un boomerang, parce que le grand chef ou la grande chef aura peut-être un jour l'idée de dire, ben, tiens, est-ce que mon DRH, je ne passerai pas aussi son dossier dans la même moulinette, hein? On ne sait jamais, ça peut être marrant. Par analogie au secteur santé, il y a des médecins qui testent les IA qu'on leur propose sur leur propre dossier. C'est le dossier qu'ils connaissent le mieux, en général. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Deuxième retour d'expérience, on n'a pas trouvé la méthode, parce que les questions que vous aurez en repartant chez vous, et que vous aviez certainement en arrivant, c'est, bon ok, IA, numérique, big data, etc. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais lundi? Je lance une réunion, qu'est-ce que je dis? Et notre impression, c'est que il faut avoir en tête ces équations qui ne sont pas de moi, c'est d'un docteur qui s'appelle Dr Hansk, et il a publié ça en 2003 au Luxembourg. Ces équations sont simples. Première, c'est qu'une organisation défaillante plus des outils informatiques insatisfaisants, vous en doutez, des gros problèmes. Suivant, s'il vous plaît. Mais ce que les informaticiens dont je fais partie oublient très souvent, c'est que la même organisation avec des outils informatiques innovants, performants, à la mode, etc., ça ne résout rien. Et en fait, l'équation que lui proposait, le suivant, s'il vous plaît, c'est la suivante, c'est qu'il faut essayer d'aligner les planètes. Et sa théorisation de l'alignement de planètes, je la trouve très intéressante. Donc je suis désolé pour le confort de lecture, mais lui, ce qu'il retient, c'est d'avoir une approche progressive et des évaluations successives. Se donner le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation. Dire, on va essayer ça, on fait le bilan dans 2 mois, donc essayer un nouvel outil basé IA, par exemple, pour l'analyse massive de CV. Et dans 2 mois, on fait le bilan. Et si ça ne marche pas, ben, c'est tout, hein, on essaiera autre chose. Il faut aussi que l'organisation cible, elle soit définie en même temps qu'on comprend mieux l'outil qu'on veut faire. Donc on ne fait pas l'organisation puis l'outil, on ne fait pas l'outil puis l'organisation. L'idéal, c'est de faire les deux en même temps. Un processus écologique au sens étymologique du terme. Il faut absolument impliquer les utilisateurs finaux. Et enfin, et c'est là, semble-t-il, en tout cas dans mon secteur, que ça pêche parfois, il faut qu'il y ait un soutien de la direction. Il faut que ça soit aligné avec la stratégie, que ça soit porté par la direction. Voilà. Et là, il y a une augmentation de la probabilité de réussite. Suivant, s'il vous plaît. Troisième point, et nous dans ma société, on dit ça à longueur de journée. Des gens nous appellent, des hôpitaux, en disant « je veux faire de l'IA, j'ai plein de données ». On dit « ah super ». On se déplace et on se rend compte qu'ils ont 1000 dossiers et par dossier, ils ont 50 informations. Donc 50 000 cellules dans Excel, si vous voulez, pour l'illustrer autrement. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'IA. Vous avez des modèles statistiques fantastiques. Vous avez même des modèles sans être statistiques, de bon sens, linéaires, qui vont faire le job excellemment bien. Pour faire de l'IA, dans mon secteur, il faut vraiment beaucoup de données. Donc dans votre secteur, ça veut dire quoi? Soit énormément de volume de données disponibles pour chaque salarié, pour un petit nombre de salariés, soit beaucoup, des données, mais pour tous les salariés.
Donc il faut vraiment des très grosses bases. Sinon, l'IA n'a pas grand-chose pour s'exprimer. Et je me permets de vous conseiller ce que vous faites probablement déjà et ce que les outils, dont certains excellents que j'ai vus en bas, font déjà très bien, c'est de faire des statistiques. Hein. Voilà, il ne faut pas vouloir mettre de l'IA partout, c'est assez insupportable. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, pardon. Un problème, une erreur que nous, on a faite avec notre profilage. Donc le patient arrive à l'hôpital, on sort son dossier numérique, on repère des signaux faibles. Ah, le patient, il a 14 alertes qui sont générées. 5 sur le médicament, 3 sur les infections, etc. On les projette à l'utilisateur. Il a tellement d'alertes qu'il n'en lit aucune. L'over-alerting. Donc l'IA produit très souvent de l'over-alerting. Ça vous génère des indicateurs, des classifications qui sont tellement nombreuses qu'on ne les voit pas. Et là, je suis très content qu'une société de votre secteur, et qui est aussi dans le secteur hospitalier, c'est comme ça que je l'ai connue, qui s'appelle Viviewer, ait réfléchi à des... Ça, c'est un produit pour la RH que j'ai découvert en préparant ce congrès, qui s'appelle Viviewer RH et qui existe en version médicale et patient, et qui permet, dans une timeline très ergonomique, tactile et responsive, de présenter des indicateurs RH. Suivant, s'il vous plaît. C'est un autre point aussi qui a été décrit par un sociologue des organisations et que m'ont confirmé des gens de terrain à l'hôpital, justement ceux qui avaient fait les AGV. Mais aussi, autre exemple de réussite IA robotisation à l'hôpital, il y a les laboratoires de biologie. Il faut savoir, et même en Tunisie, que la plupart des laboratoires de biologie, au moment où on parle, sont robotisés. Donc les gens qui avant, ils prenaient c'est pas mon métier, mais des éprouvettes qui tournaient, etc. Maintenant, c'est des robots, c'est des machines, ça tourne, ça verse, etc. En radiologie aussi, il y a des métiers qui sont déjà disparus. Et ces gens-là nous disent, on a fait des erreurs, parce qu'on est arrivé vers les gens en disant, vous allez être contents, votre métier était idiot, on va vous migrer vers un autre métier. Et il a dit, on a sous-estimé l'attachement des gens, des salariés, et c'est probablement un phénomène que vous connaissez et maîtrisez beaucoup mieux que moi, l'attachement des gens à des tâches idiotes. Pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont peur de l'inconnu, en disant, oui, elles sont idiotes mes tâches, mais je les connais. Et là, les tâches pas idiotes, que je vais faire bientôt, je ne les connais pas. Peur de l'inconnu. Il y a aussi du travail masqué. Ça veut dire que, sous prétexte de faire des tâches idiotes, elle rend des services autrement à l'entreprise. Voilà. J'ai quelques exemples en tête, mais je vais accélérer pour rattraper le retard. Suivant, s'il vous plaît. Et dernier message, je vais prendre une analogie que connaissent les économistes, c'est le raccourci sud-coréen. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Quand vous comparez Corée du Nord, Corée du Sud, après les drames absolument épouvantables que ce pays initialement et ces pays ont connus depuis le début du XXe siècle, en 1950, pour aller très vite, c'était le même pays, très agricole, pauvreté, etc. Comparez maintenant les deux. Les gens disent oui, les systèmes politiques sont différents. Oui, évidemment. Mais il y a d'autres raisons, et des économistes les ont analysées. La raison est que la Corée du Sud a choisi de ne pas prendre dans l'ordre les mêmes marches d'escalier que les autres pays. Au lieu de dire, ben tiens, la France par exemple, enfin, je ne sais pas si on a un exemple, le Royaume-Uni, le Japon, ils ont innové, ils ont d'abord fait ça, des centrales électriques, puis ça, puis ça, puis ça. Après, ils ont rénové, ils ont refait, et puis ils sont arrivés là. Eux, ils ont dit, ben, on va tout de suite prendre les dernières marches. C'est ça le raccourci coréen. Un exemple plus personnel, dans ma famille, il y a des gens qui travaillaient dans des grands centres informatiques et qui, lorsque les mini-ordinateurs étaient périmés, allaient les installer en Roumanie. Donc on fourguait aux Roumains des machines qui étaient périmées chez nous. C'est une illustration à l'inverse du raccourci sud-coréen. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'inviter le secteur des RH en France, en Tunisie, ailleurs, à prendre des raccourcis et ne pas forcément
suivre le chemin d'innovation assez long qu'ont suivi d'autres secteurs, dont le secteur hospitalier dont je viens de vous parler. Je vous remercie.